Oui, je vais essayer de parler près du micro, ce sera mieux, effectivement. Bien, merci Gilles. Donc, Jean-Marie Cardeba, je suis professeur à l'Université de Bordeaux. Je suis directeur du laboratoire d'analyse et de recherche en économie et finances internationales et je me suis lancé depuis quelques années dans l'économie du vin avec beaucoup de gourmandise. Ça me permet d'aller de temps en temps déguster quelques jolis crus, très intéressants. Et puis surtout, c'est un objet de recherche vraiment extrêmement intéressant. Le vin, j'avais déjà eu l'occasion de le dire précédemment lors d'une autre manifestation organisée par Gilles. Et cette immersion dans l'économie du vin, j'ai essayé de la structurer autour d'un groupe de recherche qui s'appelle Bordeaux Wine Economics, qui est un groupe de recherche transversal avec des chercheurs bordelais dans un premier temps, donc des deux écoles de commerce, de l'Université de Bordeaux Sciences Agro. Et puis aujourd'hui, on a été rejoint par des chercheurs suisses, anglais, libanais même, etc., de différentes nationalités. Alors, je suis un très mauvais élève du digital, je n'ai pas de compte Facebook, je n'utilise jamais Twitter quand on parle d'Instagram, etc. Voilà, je suis très mal placé pour vous parler de tout ça donc aujourd'hui. Oui, c'est peut-être un léger manque d'appétence, ou je ne sais pas, je suis très mauvais peut-être. Mais quoi qu'il en soit, je suis aussi très mauvais pour Bordeaux Wine Economics. Si vous allez visiter notre site, vous allez le faire une fois, mais je vais assez peu souvent, vu que je suis le seul à m'en occuper, renouveler le contenu. Donc là, en l'occurrence, et d'ailleurs, il y a quelque chose que je ne m'explique pas, c'est parce qu'on est passé dans les 6 derniers mois les 10 000 sessions ouvertes sur le site, parce que je suis ça un petit peu avec Google Analytics, et c'est vrai que c'est assez curieux. Il y aurait 10 000 nécrophiles, donc si je poursuis la métaphore. Bon, quoi qu'il en soit, mais toutes les perversités sont dans la nature. Quoi qu'il en soit, si on reste justement sur ces idées de tendance, alors j'utilise un autre outil qui s'appelle Google Trends, que je trouve tout à fait merveilleux. Et effectivement, j'ai été chercher un petit peu quelles étaient les tendances pour TripAdvisor d'un côté et le guide Michelin de l'autre côté. Donc, bon, il y a un point commun quand même avec le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'on va parler d'expertise. On va parler d'expertise pour des biens d'expérience. Un bien d'expérience, pour moi, l'économie, c'est un bien dont je ne connais la qualité qu'après l'avoir consommé. Et donc, je suis en asymétrie d'information parce qu'avant la consommation, je ne sais pas ce qu'il vaut, ce bien. Et c'est ce qui permet en économie d'avoir un développement de ce qu'on appelle un marché contingent. C'est le fameux opinion market. Donc, c'est un marché des opinions avec des experts qui vont m'indiquer quelle serait, j'utilise bien le conditionnel, quelle serait la qualité des biens que je pourrais acheter. Alors, TripAdvisor, c'est un support digital. Vous le savez, le guide Michelin, c'est quelque chose qui s'inscrit plutôt dans une histoire très française de l'expertise concernant la restauration, la gastronomie, devrais-je dire d'ailleurs. Et on voit bien les tendances, cette opposition des tendances. Elle est effectivement assez nette ici. On voit TripAdvisor qui monte en puissance dans les requêtes Google, alors que le guide Michelin, sur la même période, vous ne le voyez pas d'ici, mais c'est la dernière décennie, 2005-2015, le guide Michelin a tendance à décroître. Alors le point commun, outre qu'on parle de restaurants et qu'il y a du vin dans les restaurants, le point commun avec le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'on a tout à fait les mêmes tendances. Alors c'est un peu barbare, mais il faut juste regarder les tendances aussi. C'est qu'on a exactement les mêmes tendances si on regarde le marché de l'expertise pour le vin. Vous avez ici, dans mes petits cadrans là-haut, vous avez, alors si je commence en haut à gauche, vous avez Decanter, vous avez Stéphane Tanzer ensuite, la revue du vin de France en haut à droite, et puis au milieu, vous avez le Wine Spectator, Robert Parker, Jancis Robinson. Et on voit à chaque fois les tendances qui diminuent. Même le grand maître, même le grand gourou, Robert Parker, décline. Il décline tellement qu'il s'en va d'ailleurs, mais quoi qu'il en soit, il se trouve qu'on a effectivement des tendances à la baisse sur les requêtes Google pour chacun de ces experts ou de ces magazines. Si vous regardez en revanche pour une requête qui est wine plus Twitter, donc Instagram et Facebook, vous voyez là en revanche c'est plutôt, alors il y a un petit peu de contraste, mais globalement c'est bien évidemment haussier comme tendance. C'est haussier comme tendance et on se rend compte qu'après le pic de 2011, ce qu'on a appelé nous économistes un peu facilement peut-être, mais l'éclatement de la bulle Bordeaux, on voit qu'il y a un petit déclin pour ce qui est Facebook et Twitter. Mais sur Instagram ça continue. Et donc la conclusion est peut-être assez facile, ça serait le déclin relatif des experts traditionnels, des experts que l'on trouve sur les médias traditionnels, par rapport à ce qu'on va appeler la sagesse populaire. Alors moi,
n'utilise pas trop d'anglais généralement dans mes présentations, j'ai parlé d'opinion de market quand même, mais c'est vrai que la sagesse populaire, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est la fameuse vulgus scientia des latins, et c'est quelque chose qui revient vraiment en puissance aujourd'hui sur le débat dans les marchés d'opinion. Alors, l'économiste a quand même un principe de réalité, il se dit, ok, il y a ces tendances sur Google Trends, d'accord, montée du digital, la baisse plutôt sur l'expertise traditionnelle, mais n'empêche que lorsqu'on fait nos analyses de prix sur les vins, qu'ils soient de Bordeaux ou d'ailleurs, je ne parlerai moins que de Bordeaux aujourd'hui, sur les vins de Bordeaux par exemple, donc effectivement, on se rend compte que ça reste les experts qui font le prix des vins, mais pas seulement les experts, évidemment, les classements aussi, donc quelque chose d'encore plus traditionnel, d'encore plus ancré dans l'histoire, et puis la qualité des millésimes, etc., des variables tout à fait classiques, bien évidemment, que l'on brasse dans nos équations et qui nous donnent le prix du vin. Alors, néanmoins, l'information de ces experts, elle est aussi relativement, je dirais, secouée, remise en question parfois. Les classements aussi peuvent être contestés. Je pense à certains classements qui se renouvellent tous les 10 ans, par exemple, etc. Et quoi qu'il en soit, c'est vrai que cette information, on peut douter de sa fiabilité. On doute parfois des experts, alors peut-être pas les très grands et encore, mais dans les jurys, dans les concours agricoles par exemple. Ici, je cite l'exemple californien, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites par des collègues de UC Davis en Californie, et qui ont montré que finalement, la façon dont on donne des médailles aux États-Unis, médailles d'or, argent, bronze, etc., c'est pas tellement différent de le faire purement au hasard. Et c'est même tout à fait la même chose. Donc prendre une pièce de 1 $ et la jeter reviendrait à peu près au même que de réunir 30 personnes pour déguster les vins. Et ça, c'est prouvé statistiquement. Alors c'est un tout petit peu gênant malgré tout. Il n'y a pas de consensus entre les experts, par exemple. Il y en a un qui va détester, l'autre qui va adorer. Et puis si on leur fait, parce que ça a été fait également dans ces fameux concours californiens, mais ça ne concerne que la Californie. Dans ces fameux concours californiens, ce que l'on a fait également, ce petit jeu des économistes, a été de remettre plusieurs fois la même bouteille. Et à chaque fois, elle était notée de façon totalement différente, totalement ou sensiblement différente, là je m'emballe, par ces fameux experts. Donc ça a quelque chose d'un petit peu gênant, bien évidemment. Bon, les classements aussi, les classements, on leur reproche beaucoup de choses. Vous le savez, on leur reproche déjà de figer des situations dans le temps. Faut-il parler du classement de 1855 ? Peut-être que certains vins mériteraient de progresser un tout petit peu dans cette hiérarchie, d'autres, je ne sais pas, et pourrait manquer donc de souplesse, pourrait manquer de porosité d'une certaine façon. Et comme je l'ai évoqué de façon un petit peu sibylline tout à l'heure, effectivement, même les classements d'un certain côté de la Garonne qui se renouvellent tous les 10 ans peuvent aussi, de temps en temps, être sujets à caution. Et ce qui m'amène à un dernier point, d'ailleurs, concernant soit les classements, soit les experts. Il y a eu des doutes, mais là, c'est quelque chose de grave et que je vais dire avec beaucoup de solennité, mais en même temps beaucoup de prudence. Il y a un doute même sur la probité de certains experts. Tout à fait, c'est des choses qui peuvent arriver. Certains disent qu'en passant une publicité dans un magazine, ça favoriserait. Bon. Donc, quoi qu'il en soit, si on en arrive à des choses un petit peu plus sérieuses, bien évidemment, et pas à des élucubrations, on identifie, nous, économistes, on identifie 2 dimensions qui font la qualité d'un jugement. Il y a une dimension qui concerne le nombre d'avis, bien évidemment, c'est la fameuse vulgus scientia, la sagesse populaire, et puis il y a une autre dimension, c'est le degré d'expertise des avis que l'on va recueillir. Alors comme vous le voyez, ça définirait schématiquement 4 cadrans. Il y a le cadran absolument horrible, celui qui est en bas à gauche, c'est-à-dire à la fois vous avez peu d'avis, et en même temps vous avez des avis d'experts extrêmement mauvais, on va dire ça comme ça, avec un degré d'expertise faible. Évidemment, la qualité du jugement, là, ne peut pas être fiable. Ensuite, on peut avoir une bonne qualité de jugement, soit parce que la sagesse populaire va s'exprimer, donc là, c'est quand on va en haut de cet axe qui est celui des ordonnées, soit une bonne qualité de jugement parce que on va aller vers un haut degré d'expertise, des gens en qui on fait confiance, une personne en qui on ferait confiance. Là, c'est quand on va le long des axes, de l'axe des abscisses. Et le fameux Graal que l'on veut atteindre, c'est de réunir, évidemment, le meilleur des 2 mondes, c'est de réunir l'excellente qualité pour avoir une excellente qualité de jugement, la sagesse populaire d'un côté, donc le nombre d'avis, et de l'autre côté, bien évidemment, l'expertise. Alors ça, c'est le travail qu'on a fait avec l'équipe qui est ici. Donc c'était l'objectif de ce fameux outil qu'on a créé, le Global Wine Score, vous pouvez l'appeler par son petit nom le GWS.
C'est pas très prononçable, pas très bon. Et là, contrairement à Christelle, qui, l'air de ne pas y toucher, vous reprochez d'être sur vos portables pendant sa présentation, moi, je vous encourage à aller sur vos portables et à aller taper Global Wine Score sur Google ou tout autre moteur de recherche, mais Google le fait bien sortir, pour voir à quoi ça ressemble. Je vais faire une capture d'écran tout à l'heure, mais vous verrez. Oui, alors ça, hashtag, moi, vous savez. Bon, donc on a essayé de réunir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire à la fois de multiplier les avis, de prendre plusieurs avis d'experts, et en même temps de ne considérer que les plus grands experts. Et c'est ça tout le sens de la démarche. Notamment, c'est Guillaume Forcade qui a l'initiative de cette démarche, et Guillaume a eu des interrogations dans le cadre de sa start-up bien émergée aujourd'hui, Wine Services, avec qu'est-ce qu'on peut faire pour donner une information synthétique, justement, à tout un chacun. Et ça, cette question, elle nous a fondamentalement intéressés, mais alors, elle soulevait plusieurs autres questions, bien évidemment. Et la première qu'elle soulève, c'est finalement comment on va agréger l'information donnée par les différents experts. Alors, première sous-question, vous avez les Européens qui ont l'habitude de noter sur 20 en général, les Américains qui ont l'habitude de noter sur 100. Bon, on pourrait dire, je multiplie par 5 les notes des Européens pour mettre sur 100. D'accord, mais un 15 sur 20 de Jancis Robinson, est-ce que ça fait vraiment un 75 sur 100 d'un Américain? Chacun sait ici que non. Donc, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Et puis, si on pousse un peu le raisonnement, on se dit, alors, machin, on va l'appeler l'expert A, ce sera plus élégant. L'expert A, on sait qu'il a la dent un peu dure, mais par contre, l'expert B, lui, est plutôt généreux. Et pour des vins, alors qu'ils peuvent avoir un sentiment proche, il y en a un qui va donner un 90 et l'autre va donner plus facilement un 94, un 95, que sais-je. Donc, il faudrait exprimer en fait chaque note dans ce qu'on va appeler, nous, en économie, un même espace de préférence, à comprendre par un même espace de notation. C'est-à-dire qu'il faudrait que chacun puisse s'exprimer dans la notation et qu'on puisse traduire donc la note de chaque expert dans le système de notation de n'importe quel autre expert. Et on peut choisir un expert de référence qui n'aurait comme valeur que d'être l'expert de référence. Ça peut être Robert Parker, par exemple, parce qu'on a l'habitude d'avoir cette référence, c'est ce qu'on a fait, mais ça peut être n'importe qui, on s'en fiche royalement en l'occurrence. Donc, travail collaboratif, disais-je, entre Wine Services et notre petit groupe Bordeaux Wine Economics. Le site de Wine Services est légèrement plus performant que le nôtre. Donc là aussi, je vous encourage à aller faire un comparatif. Emmanuel Paroissien, qui est un étudiant en thèse qui travaille avec moi sur ce sujet. Donc, nous, Emmanuel et moi-même, on a fait la partie un petit peu le back-office, si vous voulez. On a fait le côté mathématique, statistico-mathématique de la chose. Et puis, Guillaume s'est entouré d'un excellent statisticien, mais quelqu'un d'infiniment plus pragmatique que nous, qui s'appelle Jean-Baptiste Potrizel, qui est à la droite de Guillaume, et qui, lui, a traduit notre jargon statistico-mathématique dans un algorithme clair, intelligible, en tout cas, pour un ordinateur, et qui a permis de faire la transcription de chaque note en une note Robert Parker. Donc, on a transformé toutes les notes de, par exemple, alors voilà, ça c'est l'œuvre de Guillaume, hein, ce Global Wine Score, donc c'est ce que je vous encourage à aller taper sur Internet. Vous voyez qu'on l'a fait pour les primeurs 2014 pour l'instant, et c'est quelque chose qu'on va développer dans les semaines qui viennent. Alors, de notre côté, c'est une méthode qui a été, entre guillemets, validée par les pairs. Il n'y a que cette reconnaissance dans le monde académique, donc c'est la publication scientifique. Donc c'est quelque chose que l'on a fait publier d'abord dans un working paper, donc dès le mois de juin, working paper de l'American Association of Wine Economists, comme vous pouvez voir, qui est ici à gauche, et puis qui va être publié dans le prochain numéro du Journal of Wine Economics, qui est la revue de référence en économie du vin, et qui est une revue aussi de référence, tout domaine confondu, en économie. Donc, numéro de décembre prochain, vous aurez notre article d'Emmanuel et moi-même, donc qui donne vraiment tous les dessous de la méthode. Alors, si je reviens à cette méthode, vous le voyez ici, c'est une méthode intuitivement extrêmement simple. Alors après, mathématiquement, il peut y avoir des petites astuces ici ou là, mais elle est extrêmement simple. Ça part du principe de fonction de répartition. C'est un concept que l'on étudie dès la première année de fac, qu'on soit en stats, en éco ou que sais-je. On dit finalement, toutes les notes de Jancis Robinson, elles sont ici à gauche sur un intervalle qui va de 12 à 20. On peut les ranger, et vous avez un trait qui a été tiré, par exemple, 10% des notes de Jancis Robinson sont inférieures à ce seuil de 15. Et évidemment, 100% sont inférieurs ou égales au seuil de 20. D'accord ? Et 100% sont supérieurs ou égales au seuil de 12. Bon. Et on va tout simplement projeter cette répartition des notes de Jancis Robinson sur la façon dont, pour les mêmes vins, bien évidemment,
on ne considère que les mêmes vins entre deux experts. La façon dont Robert Parker va noter ses vins. Et à droite, vous avez la fonction de répartition de Robert Parker. C'est-à-dire que le vin qui est classé au premier décile chez Jancis Robinson va être classé de la même façon au premier décile de Robert Parker. Mais le premier décile chez Robert Parker renvoie à la note de 86 sur 100. Et donc on peut ainsi traduire, alors après c'est du micmac mathématico-statistique, etc., mais on peut ainsi traduire la note de chaque expert en celle d'un autre expert. C'est vraiment le message que je veux faire passer ici et que je dois faire passer un peu plus vite. Donc, vous l'aurez compris, on l'a fait pour 2014. On a rendu ainsi toutes les notes comparables. On peut du coup en faire une moyenne arithmétique simple pour obtenir une note moyenne qui reflètera objectivement, au sens de sans problème de comparaison, toute l'information disponible. Ce résultat, vous l'avez dans le fameux Global Wine Score. Là, c'est le contenu du site. Donc, vous voyez les 20 premiers châteaux ici qui ont obtenu la note moyenne la plus élevée. Yquem sort grand gagnant, La Tour, etc. Je vous laisse regarder ça plus tard. Vous voyez la note. Là, il y a une colonne qui vous donne cette note moyenne. Vous avez un écart-type, c'est-à-dire la variation des experts par rapport à cette moyenne, et en quelque sorte, ça vous donne le consensus des experts. Plus l'écart-type est faible, plus il est proche de 0, plus le consensus est grand pour les experts. Et inversement, plus l'écart-type est grand, bien évidemment, plus le dissensus est important. Et vous avez le nombre de journalistes qui a noté chaque vin. Bien. C'est mon dernier slide, rassure-toi Gilles. Les possibilités ouvertes par le Global Wine Score sont assez intéressantes parce qu'à partir du moment où on peut exprimer n'importe quelle note d'un expert en la note d'un autre expert, on va pouvoir tout comparer. On va pouvoir aussi dépasser le millésime 2014, les primeurs 2014, et on va pouvoir étendre ça, déjà remonter dans le temps, revenir aux primeurs 2013 et ainsi de suite, au moins jusqu'à 2000. Pour voir un petit peu comment la note de chaque vin a évolué, et puis si on fait la moyenne temporelle de 2000 à 2014, qui sort le grand vainqueur? Vous voyez, si on prend un intervalle de 10 ans, par exemple. Si on prend un intervalle de 10 ans, qui sort du côté de la rive droite? Saint-Émilion, par exemple. Qui sort premier? Et on peut ainsi dire, il y en a 10 qui sortent premier, on peut leur dire ça, ce sera ceci, les autres, ce sera cela, etc. Donc on va évidemment intégrer les renotations, et puis on va classer tous ces vins suivant les différentes ZAO, etc. Au final, le message que je veux faire passer, c'est que notre méthode synthétise l'information. Ça, c'est déjà en soi quelque chose d'intéressant, plutôt que de savoir, de se retrouver avec la note de machin, la note de truc, etc. Ça favorise la comparabilité, c'est important aussi. Et puis, c'est ce qui nous intéressait à nous pour réduire l'incertitude sur ce marché de l'opinion du vin. Ça fiabilise la mesure de la qualité grâce à ce double effet, la foule et l'expertise. Je vous remercie. Merci Jean-Marie de cette présentation très claire qui suscite peut-être quelques questions. Ah. Oui, merci de cette présentation très claire et de cet outil statistique qui est très intéressant. Moi, j'y vois deux biais qui sont énormes. Le premier biais, c'est que la plupart des experts ne dégustent jamais à l'aveugle. Et le deuxième biais, c'est qu'il y a très peu de vins qui ont accès à un grand nombre d'experts. Donc, je pense que ce classement va oublier beaucoup de choses qui peuvent être très bonnes et qui pourraient bousculer encore le classement si elles avaient accès à ces experts. Alors sur le second biais, très peu de vins, on s'est concentré sur ceux qui sont justement dégustés, donc les primeurs bordelais. Il n'empêche que si on étend au monde entier, on va quand même trouver un bel échantillon de vins goûtés par un assez grand nombre d'experts. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et ensuite, je dirais que le jour où un vin est oublié, par exemple, si dans le primeur 2015, il y a un vin qui est oublié alors qu'on l'a déjà croisé dans les autres dégustations de primeur, on pourra donner sa note par un expert qui ne l'a pas goûté. C'est pas un. Oui. La dégustation se concentre sur, en gros, 50 références. Oui. Donc, c'est un outil qui donne sur 50 références qui ont l'a priori... Attendez, comment ça, 50 références? Je ne suis pas sûr de vous avoir compris. Qui statistiquement vont avoir assez de 50, peut-être 200, mais c'est parmi les centaines de milliers de vins qui existent dans le marché. C'est un outil qui va représenter le marché des vins auxquels les gens s'intéressent parce que historiquement, ils ont
Oui, non, mais ça, je suis complètement d'accord avec vous. Ça va concerner les vins qui sont couramment notés par les grands experts. Et personne ne s'amuse à déguster à l'aveugle des vins sans savoir de quoi il s'agit. Alors, sur les aveugles, je ne sais pas. Je ne connais ni en nécrophilie, ni Ni en aveugle. Je me permets juste... Les journalistes ni en cécité. un grand château se font virer. C'est clair. Alors, je me permets juste d'intervenir sur ce sujet. On en est qu'au début du développement de notre méthode et on s'est basé sur la donnée qui était la plus facile à récupérer aujourd'hui, qui était effectivement, typiquement, les notes primeurs des Bordelais. Le plus simple avec les notes primeurs de Bordelais, c'est que tout le monde ait goûté au même moment et par un grand nombre d'experts. Donc, c'est le début de la méthode. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille sur un certain nombre d'experts. Et c'est clair qu'on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on fait quand on a un plus petit nombre d'experts qui va déguster les vins. Mais aujourd'hui, la méthode n'est pas figée. C'est un début de méthode statistique pour arriver à synthétiser l'information. Deuxième chose, juste tu me permets de compléter, l'idée sera aussi à terme d'aller vers le big data et de récupérer des données sur Vivino, je ne sais quoi, ou des données que mettront à notre disposition, ou que mettra à notre... Non, mettront. Wine Services, mettra. Oui, c'est ça. En 3 fois, mais j'y suis arrivé. Et donc, au final, on va avoir des données de consommateurs. C'est une donnée d'une nature différente, mais l'idée, malgré tout, sera celle de pouvoir assurer une comparabilité et de pouvoir calculer des moyennes un petit peu fiables. Donc, c'est une autre façon de voir les choses aussi. Moi, j'ai un rêve, c'est de pouvoir réunir tous ces experts et de pouvoir leur faire déguster un panel de vins qu'ils ne connaissent pas, mais pas du tout, à l'aveugle, tous ensemble. Et là, on s'apercevrait, on pourrait lire, on pourrait s'amuser. Oui, mais je suis assez... Enfin, je peux être d'accord avec vous, mais en l'occurrence, si on part de ce postulat-là, on ne fait rien. Donc... Non, mais c'est juste l'idée que je voulais souligner. Oui, Ça ils existent. Pardon. Ça pourra s'appliquer au point à la RVF qui goûte dans les syndicats tous les vins qui leur sont présentés. Et qui l'achètent. Juste pour entrer dans le petit détail de la méthode, on a utilisé aujourd'hui 13 experts, dont la RVF. Le point, on a décidé de... Est-ce qu'on l'a utilisé, le point? C'est une bonne question, on ne l'a pas utilisé. En fait, on s'est arrêté aujourd'hui à 13 experts. Une des questions qu'on se pose statistiquement, c'est est-ce que 13 experts sont suffisants par rapport à 14 et mieux que 12? On ne sait pas encore. On sait que c'est mieux, mais est-ce que statistiquement c'est vraiment mieux? On ne sait pas encore. C'est justement, on est en train de travailler sur tout ce genre de questions. Voilà. Mais c'était bien l'objet de cette présentation et d'ailleurs l'objet des Vinitic en général, c'est pas forcément de vous montrer quelque chose qui change tout, qui va révolutionner, etc., qui est prêt, qui est sur l'étagère et qui est voilà, c'est aussi de vous présenter des innovations, des travaux de recherche, des choses qui sont en cours et qui forcément du coup sont critiquables, sont améliorables, améliorables, c'est très joli, sont perfectibles. Voilà, et donc comme tu l'as dit, c'est forcément perfectible et ça va continuer. C'est perfectible, même si à ce jour, la méthode telle qu'elle a été publiée est quand même validée par les pairs. Donc ça, c'est un paravent pratique, mais malgré tout efficace. Merci. Ça fonctionne en circuit fermé. Non, par les pairs, oui. il veut dire par des économistes. Oui. Voilà. Oui, mais j'imagine que monsieur pense que nous aussi, on doit être en circuit fermé. Alors, nous aussi, on est en blind test, hein, mais vous n'êtes pas obligé de me croire. On ne connaît pas les auteurs d'un article quand il a envoyé une revue. Les dégustations. Non, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a eu des réactions de ces critiques, de ces 13 critiques journalistes par rapport à dégustateurs, par rapport à cet outil, je sais pas, non. Je suis pas sûr qu'ils soient au courant. Voilà, je pense tout simplement. On n'a pas fait, ça c'est l'affaire Guillaume, il n'y a pas eu un buzz particulier qui a été fait autour du Global Mais ça va pas Wine Score. tarder. Voilà. C'est raté maintenant. C'est raté maintenant.